Connais-tu Amanda Bynes? Elle était LA star, que dis-je, la reine de Nickelodeon et l'enfant chéri de l'Amérique dans les années 90, début 2000. À peine sortie du berceau, elle était déjà sur la scène et à l'écran pour amuser la galerie. En grandissant, elle était devenue une hit girl à Hollywood. Pour le monde entier, elle était destinée à briller, à faire de grandes choses, à jouer dans les plus grands films et fouler les plus beaux tapis rouges. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Loin de là même. À l'âge de 24 ans, elle prend sa retraite et à partir de là, tout bascule pour elle. Elle fait une descente aux enfers qui l'a totalement brisée. Entre plusieurs arrestations en état d'ivresse, addiction, épisodes psychotiques, tutelle, prison, dépression, hôpital psychiatrique et cure de désintoxication. Rien ne va. Elle est touchée de plein fouet par la malédiction des enfants stars. Et malheureusement, elle est une tragédie devenue divertissement pour certains et une mise en garde pour d'autres. Mais que s'est-il passé? Comment est-elle montée si haut pour chuter si brutalement? Et surtout, comment va-t-elle aujourd'hui? Hey hey hey! Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire triste. Je vais pas te mentir. L'histoire d'une enfant qui a passé son enfance et son adolescence devant les caméras. Tout ça pour nous divertir, nous faire rire et nous faire rêver. Pourtant, ces fameuses caméras ont fini par la détruire. Laisse-moi te raconter le destin brisé d'Amanda Bynes. Je suis Tendo et bienvenue dans mon monde où je te raconte l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Oh, qu'est-ce que ça m'avait manqué de dire ça! Avant qu'on rentre dans l'art, je te laisse t'abonner, liker, booster, partager et même commenter, évidemment, si cette vidéo te plaît. Et pourquoi tu ferais ça? En vrai de vrai, pourquoi pas? Et en plus, tout ça là, tout ce que je te dis là, c'est gratuit. Non, franchement, faut faire même. L'histoire d'Amanda Laura Bynes commence dans la banlieue cosy de Los Angeles, plus précisément à Thousand Oaks, en Californie. Elle est née le 3 avril 1986 et à l'heure où j'écris ces lignes, elle a actuellement 40 ans. Elle est la plus petite de sa famille, elle a un grand frère nommé Tommy et une grande sœur nommée Jillian. Sa mère, Lynn, est assistante dentaire, quant à son père, Rick, est dentiste. Mais son dada à lui, c'était la comédie. Il adore ça. Il en fait même un peu sur le déco. Et ainsi, il transmet sa passion à sa petite dernière, Amanda. Quand elle avait 3 ans, elle enfilait les vêtements de sa mère, faisait des bêtises et faisait même de l'impro. Tout ça pour attirer l'attention de sa sœur et de son frère. Mais les parents là, en voyant tout ça, ils voient le potentiel. Tout de suite, ils se sont dit qu'elle serait parfaite pour l'acting. Une pensée chelou, mais this is America. Son père l'encourageait à écrire des sketchs et à prendre comme inspi sa famille. Ses parents l'envoyèrent en camp de comédie pour mieux se perfectionner. Et à l'âge de 7 ans, elle avait déjà un agent et avait fait une 50aine de pubs, dont entre autres Crunch, Taco Bell ou même Barbie. Dans les années 90, un comedy club faisait fureur aux États-Unis et c'est le Laugh Factory, situé sur Sunset Boulevard, un des boulevards les plus connus et mythiques des États-Unis. C'était la case de départ de beaucoup d'actrices et de beaucoup de comédiens et de comédiennes, comme Jim Carrey, Quinta Brunson, Tiffany Haddish, Kevin Hart, Adam Devine, Dave Chappelle, bref, you name it. C'était le comedy club par excellence. Tu vois les comedy clubs à Paris là? Ils veulent tous être Laugh Factory. Ce comedy club donnait des stages pour enfants avec des intervenants comme Richard Pryor. Et lui, c'est une légende dans son domaine. C'est un des humoristes les plus respectés de tous les temps. Et Amanda a été prise là-bas. Ainsi, elle faisait pas mal de pestacles dans ce comedy club. 10-year-old Amanda Bynes. Maybe I should have skipped that 13th candy bar. Et à force, c'était carrément devenu la star. Et c'est pas étonnant car à chaque fois qu'elle pose les pieds quelque part, on ne voit qu'elle. Elle se produit devant pas mal de personnes, dont pas mal d'adultes. Et ça rit, qu'est-ce que ça se fend la poire! Tout ce qu'elle aime faire, c'est performer et c'est carrément devenu sa safe place. Elle a un sens du comique
hors pair, un timing de génie, elle est expressive et drôle et tout ça à seulement 7 ans. Elle avait carrément développé une réputation et tout le monde voulait la voir au Love Factory. Tout le monde venait au Love Factory, tout ça pour la voir elle, tout ça pour voir ce petit génie là, ce petit génie de la comédie. Le dernier sort du stage pour enfants du Comedy Club en question, des producteurs de télé comme Brian Robbins et un fameux Dan Schneider sont dans l'audience spécialement venus pour voir ce phénomène. Qui était cette petite qui était meilleure que pas mal de comédiens adultes? Dès qu'ils ont vu la petite sur scène, ils ont été époustouflés par tant de talent. Oh, she's taken it. Dan Schneider est à la tête du programme live action pour enfants de Nickelodeon. L'horrible Dan. Et si tu veux savoir pourquoi je l'appelle comme ça, j'ai carrément fait une vidéo d'1 heure sur Nickelodeon et j'ai parlé de Dan et de tous les amoureux des enfants qu'il y avait là-bas. Donc si tu ne l'as pas encore vu, c'est ma vidéo banger de ma chaîne. N'hésite pas à aller la voir. J'ai vraiment tout donné. Elle est encore d'actualité. Encore aujourd'hui. That's crazy. Et il est le producteur d'une émission pour enfants qui cartonne sur la chaîne appelée All That. C'est un SNL pour enfants. En gros, il y a v'là les sketchs. Il invite alors Amanda à passer les auditions pour All That. Elle passe les auditions et elle date ça. Donc c'est pas étonnant qu'elle soit prise. Elle était aux anges. Elle qui était fan d'All That, c'est juste un rêve éveillé d'y jouer. À l'âge de 10 ans, elle intègre le casting d'All That dès la saison 3, aux côtés de Kenan Thompson et Kel Mitchell. Hi everyone, it's me, Amanda. What's up? I just want to tell y'all how happy and perky I am to be joining the cast of All That. Et c'est une révélation. Elle tue l'écran et elle tient tête au plus grand dans l'émission. Ses segments populaires sont Ask Ashley. It's time for Ask Ashley. That's me. Hi, I'm Ashley, and I'm here to answer your letters. Whatever et Captain Tantrum. En parallèle, elle joue dans Figure It Out, une autre production signée Nickelodeon. Elle est devenue instantanément la favorite de Dan Schneider et de Nickelodeon. Alors que de base, ça prend du temps d'être la star de ses propres segments, surtout dans cette émission. Non, pas pour elle. Lago avait déjà ses propres segments dès le départ. À la fin, elle était pratiquement dans tous les sketchs, même ceux des autres. Elle avait clairement un traitement spécial de la part de Nickelodeon et surtout de Dan Schneider, qui avait des gros projets pour elle et qui l'a prise sous son aile. En voyant le succès d'Amanda, Schneider crée un spin-off que, pour elle, appelé The Amanda Show. Les stats sont folles, c'est un immense succès. Hey, it's Amanda! Thanks, my name's Amanda, and welcome to my show! Boing to boing. Huh? Look out! C'est même devenu l'un des shows les plus vus de la chaîne. Elle y a incarné plusieurs personnages dont Judge Trudy, Crazy Courtney et Penelope Taint. Hello, people. I'm Penelope Taint, Amanda's #1 fan, please. I have my own Amanda website, www.amandaplease.com. Mais derrière ce nom, il y a une signification plus dégueulasse. Selon l'une des autrices du show appelée Christy Stratton, elle a expliqué « C'est lui qui a trouvé le nom de Penelope Taint. Le taint est une partie du corps située entre le concombre d'un homme et le trou de balle. C'est cette peau-là. Dan nous avait dit dans la salle des scénaristes ne révélez pas la véritable signification de ce mot. Il voulait que nous gardions cela secret. En plus de la série, il y avait même un site spécial pour l'émission à destination des fans appelé Amanda Please, avec des segments très bizarres, comme My New Amanda Poem, Dirty Foot. Ça veut dire pied sale. Pour les gens qui comprennent pas, Dan Schneider est connu pour être un fétichiste des pieds. Et même des pieds des enfants. Un amour des pieds à peine caché, mais c'est pas étonnant venant d'une production signée Dan Schneider. Selon le documentaire Quiet on Set sorti en 2024, Dan et Amanda se voyaient seuls sans les parents d'Amanda. Ou bien ils filmaient des scènes dans un jacuzzi ensemble, ou avec d'autres adultes, genre elle et un autre adulte dans un jacuzzi.
Oh my god, what is that? Un move de weirdo. Avec The Amanda Show, elle était devenue la chouchoute de l'Amérique. Les critiques étaient dithyrambiques à son sujet. Elle était invitée partout. Et presque à chaque fois, et ça c'est beaucoup trop mignon, comme elle adorait dessiner, elle offrait des dessins aux présentatrices. En fait, elle a deux vraies passions, c'est la mode et le dessin. Is this what you want to pursue? You want to actually design clothes? Yeah, well, I think so. That'd be cool, you know, like Amanda Laura Ware or something. That's my middle name. That would, yeah, that'd be pretty cool. That would be cool. Yeah. That would be Amanda Laura Ware. ABCA, you know, Donna Karen, New York, Amanda Bynes, California. That'd be cool. Wow, you really thought this out. Yeah, I've thought yeah. Pretty sad. No, it's not. Son plus grand rêve, c'était de devenir fashion designer. Ouh, 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 ouh. No! God, please, no! No! Pendant 3 saisons de sa série, elle avait pu avoir comme invités Drake and Josh, enfin Drake Bell et Josh Peck. C'était pas des invités, ils faisaient carrément partie du cast. Ou même les NSYNC. De 2000 à 2004, à chaque fois, c'est elle qui gagnait le Kids' Choice Award de l'actrice télé préférée. Ouais, parce que les gens l'adoraient. Par contre, les gens aimaient beaucoup lui dire des commentaires sur son physique. Et son visage quand elle était encore enfant. Il disait souvent qu'elle avait un visage bouffi ou qu'elle avait un puffy face. Oui, elle a un visage arrondi, mais trop mignon en fait. Mais lui dire puffy face, c'est un choix de mots qui peut porter à confusion. Genre, c'est pas très bien vu. Puffy face, genre, c'est... T'as le visage engourdi. C'est ça la traduction. C'est pas très flatteur. Surtout à dire à une gamine. De là, elle commence à être consciente d'elle-même et surtout de son physique. Selon Drake Bell, qui travaillait avec elle à l'époque, il a déclaré un jour que passer une audition pour The Amanda Show, c'était comme passer une audition pour une émission animée par Jennifer Aniston, au plus fort du succès de Friends. C'était exactement ça. En parlant de Drake Bell, ils sont sortis ensemble pendant 2 ans lorsqu'ils avaient 12-13 ans. De plus, selon sa co-star d'All That, Chelsea Brunnett, cette dernière dira d'Amanda, elle était renfermée avec tout le monde, on lui posait une question et elle répondait laconiquement pour mettre fin à la conversation. Selon elle, Amanda est l'une des personnes les plus talentueuse avec lesquelles elle n'ait jamais travaillé. Pourtant, il y avait chez sa partenaire de tournage quelque chose qui semblait refoulé juste sous la surface. Il était parfois évident que la jeune actrice luttait pour s'affranchir de ses parents, en particulier de son père, qui avait adopté une attitude très stricte pour orienter sa carrière. Et effectivement, ses parents étaient stricts et contrôlants. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Amanda. Folks strict when you were growing up? They actually were very strict. Yeah. In a good way, though. My parents never let me go to the mall alone or with friends. I had to go with my parents. Oh, with friends? You couldn't even go with I friends? couldn't even go with friends. Encore selon le témoignage d'une ancienne assistante à Amanda dispo sur Wattpad, donc à prendre avec des pincettes, cette fois-ci, car il n'y a aucune preuve qui atteste que c'était bien son assistante, mais elle a dit ça. On était en train de filmer un Juge Trudy sketch, j'avais 14 ans et demi à ce moment-là. Je pense que c'était la 3e ou la 4e fois que nous faisions ce sketch. Amanda était vraiment stressée, et ses parents lui ont crié dessus avant le sketch. Elle était en train de jouer sur son téléphone et n'était pas assez concentrée. Donc, elle s'est fait crier dessus par son père. Et je me rappelle me sentir mal pour elle. Je veux dire, elle était qu'une enfant. Et les témoignages est plus long que ça, mais je vais pas tout lire non plus, tu peux le retrouver sur Wattpad. En 2001, elle sort avec l'un des acteurs de sa série, Taran Killam. Quand ils ont commencé à sortir ensemble, elle avait 15 ans, Taran en avait 19. Taran. Comment t'insulter? Je sais pas quel mot choisir pour t'insulter, espèce de gros porc. Mais en 2002, au bout de 3 saisons, elle ne veut plus continuer The Amanda Show. Elle arrête de son plein gré. Pourtant, cette émission pouvait continuer pendant des années. Dan était chaud, et surtout Nickelodeon. Mais elle, beaucoup moins. Elle expliquera: je ne voulais pas rester une enfant de Nickelodeon à 30 ans. Je m'amusais bien, mais à 15 ans, on n'a plus envie de faire ce qu'on faisait à 12 ans. Tu peux dire ça à Taran. Dégueulasse ce Taran, je sais pas ce qu'il a fait lui après. Je le connais pas, j'ai pas envie de le connaître. Malheureusement, j'ai découvert un horrible fact sur lui, sans mon consentement. Il a fait un truc dégueu dans le futur, mais qui tombe sous le sens vu sa relation avec Amanda. Je le rappelle, il avait 19 ans et elle 15 ans. Après l'arrêt de la série, un spin-off fut créé et tu le connais peut-être, c'est Drake and Josh avec Drake Bell et Josh Peck. Et oui, c'est un spin-off d'un spin-off. Et selon certaines rumeurs, Drake s'est vu offrir sa propre série suite à l'arrestation de Brian Peck. En 2003,
car il a abusé sexuellement de Drake Bell pendant des mois. Et il fut condamné pour ça. Brian Peck fut employé pour Nickelodeon, alors supposément pour se faire pardonner ou racheter, apparemment, il lui aurait offert cette série. Tout ça, c'est juste une rumeur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avoue que le timing est chelou. De 2001 à 2002, elle fait la voix de Taffy dans Les Razmoquettes. En 2002, Dan Schneider écrit le film Big Fat Liar ou Menteur en français et il a Amanda en tête pour jouer Kaylee, la meilleure amie du protagoniste, mais c'est d'abord Lindsay Lohan qui a eu le rôle. Bizarrement. Cependant, elle abandonna le rôle peu de temps avant le début du tournage, décidant de faire une pause temporaire pendant 1 an. Et c'est là où Amanda rentre en jeu. Il la remplacera. Elle partagera la vedette avec un certain Frankie Muniz, la star de Malcolm, qui avait un crush sur elle et à vrai dire, il a même accepté le rôle juste parce qu'elle y jouait, le petit malin. Bon, à skipper, ça c'est encore une rumeur, ils seraient sortis ensemble les loulous. Elle joue enfin dans une production hors Nickelodeon et c'est un succès. De la Hollywood lui ouvre grand les bras. À 16 ans, elle a une nouvelle fois sa propre série, dont elle partage l'affiche avec Jenny Garth, connue pour son rôle dans Beverly Hills 90-210. Et cette série, c'est What I Like About You ou Ce que j'aime chez toi. What I like about you. Une série diffusée entre autres sur MCM en France. Par ailleurs, c'est une série co-créée par un certain Dan Schneider. Oui, toujours le même. Bref, perso, moi j'ai découvert Amanda Bynes grâce à cette série, que j'aimais beaucoup. Mais bon, je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur Nickelodeon. Et là, ça va faire un peu doublon, mais it's okay. Je l'ai instantanément adorée. Je comprends pourquoi elle était devenue la chouchoute de l'Amérique. Il y a de quoi? Elle a un charisme et une fraîcheur que j'adorais. Et bizarrement, je me voyais en elle alors qu'on n'a pas du tout le même âge. Mais je sais pas, j'ai pété ma tête, je sais pas. Très parasocial tout ça. La série arrivait à réunir 2 millions de téléspectateurs chaque semaine sur CW, anciennement WB. La série était un franc succès pendant ses 4 saisons. Cependant, il y avait un souci et devine avec qui? Dan Schneider, bien évidemment. En fait, l'actrice principale, Jenny Garth, a dit, et je cite Hollywood Reporter, il représentait en quelque sorte le côté Amanda Bynes de l'affaire. Elle avait beaucoup travaillé avec lui sur The Amanda Show et tout ça. Du coup, il s'était accroché à elle. Elle se souvient avoir ressenti une mauvaise impression de la part de Schneider, et pour cette raison, avoir préféré communiquer avec Will Calhoun, le co-créateur de la série. Lorsqu'on lui a demandé à Garth si elle avait vu Bynes se faire détruire par Schneider, celle-ci a répondu « pas par lui en particulier ». Avant d'ajouter, il y avait beaucoup de problèmes dans son entourage. Et j'ai pas fini, parce que certaines scènes ont été jugées inappropriées pour une ado de 16 ans. Parce que oui, elle a commencé le tournage de la série à 16 ans. Donc la scène de la bagarre avec du chocolat ou une scène où elle dort avec un mec, et ce qui est suggéré ici, c'est qu'il y a eu un lever de concombre. Ouais, non. De surcroît, Dan aurait été écarté du projet à partir de la saison 3 sans raison officielle. Et Amanda, âgée de 17 ans, sortait avec sa costard de la série, Nick Zano, âgée de... Non, je te laisse deviner son âge, sinon c'est trop facile. Il avait 24 ans, ce bâtard. Brother, what's that? Une relation extrêmement critique. Elle était mineure, il avait 24 ans. Il me dégoûte. Voilà. Moi, à l'époque, perso, je ne savais pas. Et en plus, j'avais un crush sur lui, mais Burke, en fait. Et le pire, c'est quoi? C'est que, oui, la relation était critiquée, mais c'est pas l'adulte ni l'homme qui a été critiqué ici, mais la mineure. Hein? L'ado. La gamine. C'est elle qui fut critiquée dans l'histoire. Au bout d'un moment, je vais faire une syncope. En fait, le fait que ce soit le deuxième prédateur qui est en couple avec elle, c'est juste horrible. Où sont ses parents? Hein? Ses fameux parents? Rick? Lynn, vous étiez où? Elle décide à 16 ans de s'émanciper de ses parents. Elle traînait constamment avec Dan et sa femme sans forcément vivre ensemble, selon sa femme. Mais selon certaines rumeurs, ils vivaient bien ensemble. En fait, elle a trouvé de l'aide en Dan. Néanmoins, Rick et Lynn Bynes ne se sont pas laissés faire et ont fait annuler sa demande d'émancipation.
Pour info, l'émancipation est l'acte juridique qui donne à un mineur d'au moins 16 ans la capacité d'un majeur avant l'âge légal de 18 ans, soit par décision du juge ou par mariage. J'espère avec un autre mineur. Désolée, ça me tend. C'est un sujet qui me tend. Et l'émancipation peut être utile quand tu travailles et que tu veux signer des contrats sans passer par tes parents. Perso, j'ai été émancipée à 16 ans et pourtant je vivais toujours chez ma mère. La juge était très surprise qu'on s'entendait bien. Maintenant, je comprends mieux. En vrai de vrai, où étaient les adultes qui avaient l'intérêt d'Amanda en tête et en priorité avant les leurs? Où étaient-ils? Maintenant, tu comprends pourquoi Jenny a dit ce qu'elle a dit. En 2003, le manager et l'avocat d'Amanda furent virés par ses parents. Un move qui intervient 1 an après avoir fait sa demande d'émancipation. La même année, elle continue sa lancée pour conquérir Hollywood. Elle double un personnage dans Le Petit Monde de Charlotte II. Elle a le rôle principal dans What a Girl Wants. Par ailleurs, elle partage la couverture du Vanity Fair pour le numéro du mois de juillet avec les sœurs Olsen, Lindsay Lohan, Hilary Duff, Raven, Mandy Moore et plein d'autres. She's got a point, she's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now come on now. J'aime bien le titre qu'ils ont choisi en plus. Il pleut des ados. Ouais, parce que pour le coup, il y avait que ça à la télé. Et surtout pour cette époque. Les ados, les séries pour ados, tout ça là, c'était in the boîte. Non mais quelle époque. En tout cas, ça la cimente encore plus dans la pop culture. À 17 ans, elle apparaît dans le classement Forbes des 100 célébrités. Puis, elle prête sa voix au personnage de Piper dans Robots en 2005. La même année, elle partage l'affiche avec Chris Carmack dans Love Wreck ou L'amour à la dérive, pour nous, les Frenchies. Et petite anecdote extrêmement horrible à mes yeux, mais du retour du tournage de ce film, elle attrapa la mononucléose, aussi connue sous le nom de la maladie du baiser, et c'est une infection virale. Elle se manifeste par une importante fatigue, une fièvre élevée et une angine. Suite à ça, elle a perdu beaucoup de poids. Et sa mère, quand elle l'a vue ainsi, c'est pas elle lui dit quoi? Qu'elle ne l'avait jamais vue aussi belle. What? Bro, what are you talking about, man? Une phrase horrible qui lui a fait développer une obsession pour son poids. Une phrase pareille ne peut que te provoquer des TCA. Et là, c'est une rumeur parce que j'ai pas eu la confirmation que c'était vrai, donc je vais pas l'insulter. Mais les gens ont dit que Chris Carmack et Amanda Bynes sont sortis ensemble, genre quelques mois. Mais elle avait pas encore 18 ans. Et lui, il est né en 80, donc il avait quel âge? Il avait 6 ans de plus, donc là aussi, 23, 24. 6 ans de plus. J'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux. Ensuite, elle enchaîne en 2006 avec une comédie romantique pour ados appelée She's the Man, aux côtés de Channing Tatum, qui était inconnu du grand public. Et j'adore ce film. J'ai pas honte de le dire. Le synopsis du film est le suivant. C'est une jeune fille qui se fait passer pour son frère jumeau afin de pouvoir jouer dans l'équipe de foot masculine d'un internat prestigieux, après la suppression de l'équipe féminine de son établissement. Le film a été salement critiqué, mais la performance d'Amanda a été saluée. Et sache que c'est grâce à Amanda que Channing Tatum a eu le rôle. Et ce rôle l'a projeté au devant de la scène hollywoodienne. Bynes a déclaré lors de son entretien avec Paper qu'au moment du casting, Tatum n'était pas encore célèbre. Elle a ajouté « Il venait de tourner une pub pour Mountain Dew et je me suis dit, ce type est une star, toutes les filles vont l'adorer. » Mais les producteurs m'ont répondu « Il est tellement plus âgé que vous toutes. » Et j'ai rétorqué « Ça n'a aucune importance. Faites-moi confiance. » Cependant, elle n'a pas très bien vécu ni le tournage ni l'après. Pour elle, ce rôle fut une expérience qui l'a fait sortir hors de son corps et qui l'a plongée dans une dépression pendant 6 mois. Elle n'a pas supporté de se voir en garçon. Selon les amis d'Amanda, et ceci est une rumeur, elle se comparait tout le temps à Lindsay Lohan qui avait le même âge. Mais elle était différente. Elle avait des rôles plus avant-gardistes, plus adultes, plus audacieux et surtout elle avait même du sex appeal. Mais elle, Amanda, était l'icône de la fille bien. À Skip, elle a essayé tous les films dans lesquels elle était. Elle n'arrivait pas à avoir des rôles à la Lindsay Lohan. Fin de la rumeur. Pour le coup, elle avait toujours le même rôle, c'est vrai. C'était la fille un peu excentrique, originale, ou comme diraient les ricains, quirky. Elle dira au Cosmopolitan « J'adorais faire quelque chose qui choquerait les gens, quelque chose qui sort de l'ordinaire.
J'ai l'impression que les gens ne savent pas encore de quoi je suis vraiment capable. En 2007, Amanda fut choisie pour incarner Penny Pingleton, une jeune fille un peu naïve dans la comédie musicale Hairspray. Elle partage l'affiche avec John Travolta, Michelle Pfeiffer, Queen Latifah, Zac Efron ou même James Marsden. Lui là, je l'aime pas. Non, parce que je fais cette tête parce que bon, il a quand même défendu Brian Peck, oui, le même Brian Peck qui a abusé de Drake Bell, au tribunal. Voilà, il a fait une lettre en sa faveur pour le défendre. Et on a su grâce au documentaire Quiet on Set, lui ce qu'il a fait, il a désactivé ses commentaires. Non, il a supprimé tous les commentaires. Et là, tu verras, personne ne fera allusion, tout le monde a oublié, alors que il a même pas dit pardon. Il a même pas dit pardon même auprès de Drake Bell, alors que d'autres personnes ont dit pardon. D'autres stars, d'autres producteurs lui ont dit pardon, mais lui, bouche cousue. D'accord, James. Tu te rappelles de Taran Killam, l'ex d'Amanda? Il a défendu aussi Brian Peck, by the way. Je l'ai pas assez insulté celui-ci, je crois. Et en plus, dire que James Marsden, c'était un de mes crushs à l'ancienne aussi. Non. Donc là, c'est devenu personnel. Ouais. Pendant cette période, elle est tombée sur un article qui stipulait que l'Adderall est la nouvelle pilule pour maigrir, alors que ce médicament est utilisé dans le traitement du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et aussi, elle est utilisée pour la narcolepsie. Au vu de son background, elle est partie chez son médecin et elle a fait les symptômes d'une personne qui pourrait en avoir besoin. Et de là, son addiction à ce médicament commença. Il y avait aussi une rumeur comme quoi sur le tournage de The Amanda Show, l'Adderall et l'alcool tournaient à flot. Mais ça ne reste qu'une rumeur. En 2007, les scandales ne font qu'éclater autour des ados stars des années 2000. Lindsay est en rehab, Paris Hilton en prison, Britney Spears le crâne rasé, Nicole Richie conduit en état d'ivresse, comme Lindsay Lohan. Amanda est alors applaudie pour ne pas faire partie de cette liste, pour ne pas avoir de scandale autour d'elle, ou plutôt pour ne pas avoir fait un appel à l'aide public et flagrant. Clearly have your act together. Let me go through my little checklist here. You haven't been to jail? No. No jail? Not yet. Rehab? No. No rehab. Amanda Bynes, what kind of a starlet are you? I know. What's wrong with me? I don't know. It's shocking how it's become popular to go to rehab, right? It's very odd, but I don't know. I guess I would say I'm very lucky. I have a great family, and I just have my eye on the prize, which for me is a long career, and I don't want to blow what I've worked so hard to achieve. Elle n'est pas passionnée par l'acting. Elle le fait car elle est bonne dedans. C'est un travail comme un autre. Sa vraie passion, tu te rappelles, c'est la mode. Donc, avec la marque de vêtements Steve & Barry's, ils ont décidé de créer sa propre ligne de vêtements appelée Dear by Beyoncé. Non, pardon. Dear by Amanda Bynes. Désolée. La collection s'adressait aux préadolescentes et adolescentes âgées de 13 à 17 ans. Et chaque pièce ne dépassait pas les $20. Elle sait à qui elle parle, elle. Cependant, la marque Steve & Barry's dépose le bilan et fait faillite seulement 1 an plus tard. Par la suite, elle a joué dans Sydney White, elle prête sa voix le temps d'un épisode dans Family Guy, créé par Seth MacFarlane, alors âgé de 34 ans, et à Skip, non c'est même pas Skip parce que il a assumé, il a date Amanda alors qu'elle avait 20 ans. J'en ai un peu marre de ce genre d'homme, surtout autour d'elle, j'en ai un peu marre. En tout cas, vous en faites ce que vous voulez de cette info. Moi, je suis fatiguée. De plus en plus, elle voulait casser son image de good girl. Donc, on la voyait de plus en plus sortir, avoir de nouveaux amis, sortir en boîte, ou même sortir avec un joueur de baseball et l'acteur de The Hills, Doug Reinhardt, et le montrer, se pavaner avec. Si Lindsay Lohan fait ça et réussit après à avoir des rôles un peu adultes, peut-être que la solution c'est ça, faire comme elle. En tout cas, le rebrand est en cours. Cerise sur le gâteau, en 2010, elle fait la couverture du magazine Maxim pour montrer son côté grrr. Puis en 2010, elle joue Marianne Bryant dans Easy A avec Emma Stone. Et Penn Badgley, un film acclamé par tout le monde. Puis elle est castée pour jouer dans All Pass avec Owen Wilson afin de jouer la nounou en sang sur le personnage d'Owen. Cependant, elle avait tellement de problèmes d'addiction, elle dira
Quand je tournais All Pass, je me souviens que j'étais dans la caravane et que je mâchais les comprimés d'Adderall parce que je pensais que ça me faisait encore plus planer. Comme ça. Elle n'arrivait pas à se souvenir de son propre script, elle n'arrivait pas à se nourrir ou même se concentrer. De plus, quand elle revoyait certaines scènes, elle se trouvait grosse. Elle partira du tournage et abandonna le rôle, et c'est l'actrice Alexandra Daddario qui reprendra le rôle. Easy A fut son tout dernier film au grand écran à ce jour. Et quand elle a vu le film, patatras, c'est la cata. Elle prend Twitter d'assaut et annonce prendre sa retraite, elle ne veut plus. Voici son tweet. Être une actrice, c'est pas aussi fun qu'il n'y paraît. Si je n'aime plus quelque chose, j'arrête de le faire. Je n'aime plus l'acting, alors j'arrête d'en faire. Je sais, 24 ans, c'est jeune pour être à la retraite, mais vous l'avez entendu ici en premier. #retraité. Au vu de son parcours de zinzin, elle a tout à fait le droit de partir à la retraite. Elle n'a fait que travailler depuis ses 7 ans, voire plus. Lago a une carrière que beaucoup rêveraient d'avoir. S'il est temps de se reposer et d'accrocher les crampons, alors il est temps, ma belle. C'est toi qui décides. Elle dira plus tard à ce sujet, je ne supportais littéralement pas mon apparence dans ce film, c'est-à-dire Easy A. Je n'aimais pas ma prestation. J'étais absolument convaincue que je devais arrêter de jouer après l'avoir vue. J'étais sous l'effet de la Marie-Jeanne quand je l'ai vue. Mais pour une raison ou une autre, ça a vraiment commencé à m'affecter. Je ne sais pas si c'était une psychose induite par la drogue ou autre chose, mais ça a affecté mon cerveau d'une manière différente de celle dont ça affecte les autres. Ça a complètement changé ma perception des choses. Je l'ai vue et j'étais convaincue que je ne devrais plus jamais apparaître devant une caméra. J'ai donc officiellement annoncé ma retraite sur Twitter. Ce qui était, tu sais, tout aussi stupide, dit-elle avec ironie. Si j'avais voulu prendre ma retraite, comme il se doit, j'aurais dû le faire par communiqué de presse. Mais je l'ai fait sur Twitter. Vraiment classe. Mais vous savez, j'étais défoncée. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'en ai vraiment marre de tout ça. Alors je l'ai fait, tout simplement. Mais c'était vraiment idiot et je me rends compte aujourd'hui. J'étais jeune et stupide. En 2011, elle a strictement rien fait. Elle était chez elle sous Adderall, à fumer, à traîner avec des gens peu fréquentables, à ruminer et à faire la fête. Elle était constamment dans sa tête. Mais c'est à partir de l'année 2012 que tout bascule pour elle. Même s'il y avait des signes avant-coureurs, personne, j'ai bien dit personne, n'aurait jamais imaginé ça. Personne. Je ne pourrais pas faire la liste de tous ces déboires judiciaires ou même incidents dans lesquels elle est impliquée ou qui ont fait parler d'elle parce qu'en fait, ce serait beaucoup trop long. Voilà, c'est carrément toute une saga que j'arrive à peine à keep up. C'est assez compliqué et c'est vraiment beaucoup trop long. Comme tous ces faits et gestes étaient scrutés, en fait, il y a beaucoup trop d'infos. Mais quand même, je vais te dire le principal. Pour le coup, je préviens, ça va être un peu Wikipédia-esque, même si tout ce que j'ai trouvé ne vient pas forcément de mon ami Wiki. Le 7 mars 2012, elle est arrêtée par la police pour avoir conduit tout en étant au téléphone. Elle a fui les lieux, mais l'officier ne l'a pas poursuivi parce qu'en fait, il avait déjà ses coordonnées. Donc il a pu faire l'amende. Plus tard, elle est partie au poste de police d'elle-même pour signer la contravention. Le 4 avril, autour des 3h du bar, Bynes a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse à West Hollywood après avoir heurté une voiture de police sur le côté et a refusé de se soumettre à un alcotest. Elle a été ramenée au poste et voici son premier mugshot. Un mugshot qui a fait le tour d'internet à l'époque. Elle fut libérée le lendemain. C'était d'une manière ou d'une autre le jour où tout a basculé pour elle. Parce qu'en fait, à partir de là, elle n'avait eu que des problèmes. J'ai un ventilo, mais ça fait moins de bruit pour le micro. Elle a été mise en examen pour ça en juin, puis a accepté un accord avec le procureur prévoyant 3 ans de mise à l'épreuve en échange de l'abandon des poursuites. Et pour le coup, elle a interpellé le président de l'époque des États-Unis, Barack Obama. Car pour elle, tout était faux, c'est des fake news. Elle tweetera « Salut Barack Obama, je ne bois pas. S'il te plaît, vire le flic qui m'a arrêté. Je ne commets pas non plus de délit de fuite. » Fin. Sache que Twitter, c'était son réseau social préféré. Elle faisait que de tweeter. Oh my gosh, I'm such a nerd. Let's see if I got any new comments. Oh man. Elle avait ce qu'on appelle les Twitter fingers. Mais t'inquiète, on en reparle juste après. 4 août 2012, Amanda aurait percuté par l'arrière un automobiliste à Los Angeles, causant $800 de dégâts. D'après les déclarations de ce dernier, à la police, Bynes n'aurait constaté aucun problème sur le véhicule et aurait pris la fuite, sans échanger ses coordonnées d'assurance, ni permettre que la police soit appelée pour évaluer la situation.
Bynes affirme que quant à elle, les deux parties s'étaient mises d'accord sur le fait que les dégâts étaient minimes. 4 septembre 2012, Amanda est accusée de délit de fuite suite aux accidents survenus en avril et en août. 2 jours après, son permis fut suspendu, logiquement. 10 septembre 2012, elle a été contrôlée à Los Angeles alors que son permis de conduire était suspendu. Mais pour une raison ou pour une autre, elle n'a pas fini en tôle et n'a eu qu'un avertissement verbal. L'officier n'a probablement pas essayé de chercher plus loin. S'il avait fait qu'une seule recherche là, il aurait vu. 16 septembre 2012, la BMW noire de Bynes a été mise en fourrière après qu'elle a été contrôlée et verbalisée pour conduite avec un permis suspendu. Quelques jours plus tard, elle est accusée d'avoir conduit alors que son permis était suspendu. Again. Lindsay Lohan réagit en tweetant « Pourquoi je suis jetée en prison et la star de Nickelodeon ne reçoit aucune punition depuis ?» 19 septembre, elle dira à la presse « Je vais super bien ». Elle ajoute « J'ai mis ma carrière d'actrice entre parenthèses, je déménage à New York pour me lancer dans une nouvelle carrière, je vais créer une ligne de vêtements. » A ajouté Bynes qui s'est montrée polie, respectueuse et optimiste au téléphone. « Je ne parlerai pas de mon arrestation pour conduite en état d'ivresse, car je ne bois pas et je ne conduis pas après avoir bu. Tout cela est faux. » Alors que pendant ce temps-là, une source qui a côtoyé Amanda et qui s'est confiée à People dira « L'entourage d'Amanda est vraiment inquiet pour elle. Elle dit à tout le monde qu'elle ne fait pas la fête et qu'elle ne boit pas, elle ne se rend pas compte qu'elle a un problème. » Le 20 septembre, Amanda s'est comportée de manière tellement étrange lors d'un cours de sport à Hollywood que son coach a interrompu la séance mi-parcours et l'a mise à la porte. En fait, pendant la séance de sport, elle a pris son sac et son make-up et elle a commencé à se maquiller. Et ça pendant une bonne dizaine de minutes. Son agent, son attaché de presse et son avocat l'ont tous laissé tomber car elle les a ghostés pendant près d'1 mois. Le même mois, un paparazzi l'embête, elle essaie de cacher son visage et de raisonner le gars. Elle le supplie même de supprimer ce qu'il vient de capturer désespérément. You have to delete that one on my face. I need to look beautiful. And it's a bad shot. All right? Please. On entend la détresse dans sa voix. Et le gars a le culot de se plaindre alors que c'est lui qui dérange. Ok. Alright, I'm done. Ow! Ow! Yo, what the hell? Yo, let me go. What the hell is wrong with you? Stop that! En vrai, cette vidéo, elle me fend le cœur. Et ça me rappelle un épisode de Black Mirror avec Zazie Beetz. Je sais pas si tu vois lequel. Je pense carrément l'épisode il s'appelle Paparazzi ou Loup-garou. C'est un mélange des deux. Le 24 septembre, elle décide de déménager à New York pour un nouveau départ. Et comme ça, elle n'a plus à conduire. Le 28 septembre, elle s'est arrêtée dans un bar à Cupcake et a passé 2 heures dans les toilettes avec ses écouteurs. Les gens ont pris peur, surtout un pompier qui a voulu défoncer la porte parce que il n'y avait pas de réponse en face. Elle est sortie au bout de 2 heures et s'est excusée et elle dit qu'elle faisait simplement son make-up. Novembre 2012, selon InTouch, dans un salon de bronzage, Amanda serait sortie de sa cabine complètement nue. Et elle semblait s'en foutre du regard des autres. Le même mois, Amanda Bynes répondra à travers Us Weekly via un article appelé « Je suis une multimillionnaire à la retraite ». Elle dira « Je poursuis InTouch en justice pour avoir publié un article mensonger. Je ne suis pas troublée, je ne me déshabille pas en public, j'ai 26 ans et je suis multimillionnaire et j'ai pris ma retraite. Je vous prie de respecter ma vie privée. » De plus, selon les employés et le propriétaire du salon de bronzage, c'est une histoire complètement fausse. Passons à l'année 2013. Ses voisins se plaignent de l'odeur de pelouse autour de son appart, alors elle se casse. En janvier, elle apparaît avec des piercings aux joues appelés dermal. Elle l'a fait car elle est fan de Blac Chyna. Genre elle a les piercings là et là, sur les 2 joues. Mais en fait, quand j'ai vu la réaction des gens, j'ai cru que les gens allaient faire une syncope. Juste parce qu'elle a plus une image bankable ou juste parce qu'elle a changé et pas dans leur sens, bah ça y va sur son apparence. 22 mai 2013, le magazine InTouch se rend sur les lieux de la fête à la maison sous l'emprise de la drogue, organisée par Bynes, affirmant que celle-ci dort sur un matelas nu, que ses fenêtres ont été peintes en noir à la bombe et que son sol est jonché de sachets de Marie-Jeanne, et un photographe immortalise la scène. Le lendemain, Bynes est arrêté pour des faits liés à la drogasse, après avoir prétendument jeté un vase qui aide à la fumette par la fenêtre du 36e étage. Elle est conduite à l'hôpital Roosevelt pour une expertise psychiatrique.
puis passe une nuit au centre de détention provisoire avant de comparaître devant le tribunal le lendemain matin. Une photo d'identité judiciaire révèle que ses cheveux naturels sont coupés très courts et châtain clair. Et ça lui va hyper bien, je trouve. She was arrested last night after a doorman in her high-rise building reportedly called police to complain she was smoking pot in the lobby. Bynes affirme au juge que l'objet qu'elle a jeté n'était qu'un simple vase. Elle est venue au tribunal avec une pépée blonde et des lunettes et les gens ont flippé. Les médias l'ont attaquée sur son physique et à chaque apparition, certains médias pensent qu'elle a une apparence bizarre. En vrai, même si elle avait envie de porter un caillou sur la tête, c'est son envie. Ça, pardon, mais c'est son droit. Elle a le droit. 2 jours après, Bynes s'est exprimé sur Twitter pour donner sa version des faits concernant cette fameuse arrestation, affirmant que les informations relayées par les médias n'étaient que des mensonges. Elle affirme que la police n'a trouvé aucune trace de Kana bis sur elle et qu'il n'y avait pas de vase sous sa fenêtre. Elle affirme également qu'un des policiers l'a harcelée sexuellement en lui donnant une gifle sur le va-jin. Le même mois, elle annonce sur Twitter qu'elle poursuit la police de New York en justice. Elle réaffirme qu'elle est allergique à la drogasse et à l'alcool et conclut son message en déclarant qu'elle se réjouit à l'idée d'une longue et magnifique carrière de chanteuse et de rappeuse. Et le rappeur Waka Flocka a confirmé qu'ils étaient bien en train de taffer ensemble sur un album appelé Shots. Juillet 2013, elle s'est fait expulser du Ritz-Carlton pour avoir prétendument fumé des tonnes de pelouse et pour avoir fait pleurer la réceptionniste. De son côté, Amanda Bynes affirme qu'elle ne fume pas de pelouse et qu'elle a quitté le Ritz simplement parce qu'elle en avait envie. Une de ses amies de l'époque a révélé qu'elle souffrait de dysmorphie corporelle et qu'elle était obsédée par le fait de peser 45 kilos. Elle était devenue de plus en plus parano et cachait constamment les fenêtres en mettant du scotch dessus et couvrait les alarmes anti-incendie avec des serviettes. Ça, c'est vraiment une technique de fumeur, je vous le dis. Toujours en juillet, elle retourna à LA en taxi. Ouais, elle a fait New York et LA en taxi, via plusieurs taxis. Et en fait, à LA, elle a mis le feu à quelque chose par terre dans l'allée d'un inconnu. Son pantalon a pris feu, quelqu'un a voulu l'aider, mais elle a repoussé pour retrouver son chien qui s'est échappé. Le type a appelé les pompiers et la police, elle a récupéré son chien et elle a appelé un taxi. Le gars, il voulait pas la laisser partir parce qu'il a vu qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle est quand même partie dans une station-service pour laver son chien car il sentait l'essence. Le gars de la station a alors appelé la police et les pompiers. Elle n'a eu aucune charge contre elle, mais elle fut envoyée pendant 72 heures pour faire une évaluation psychiatrique. Et c'est à partir de cet incident que ses parents ont décidé de déposer une demande pour la mettre sous tutelle provisoire. Et ceci pendant 1 an. Et ils l'ont obtenu. Elle est partie dans un centre psychiatrique à UCLA qui coûtait $3 500 par jour. Et elle y resta à peu près 1 semaine et demie. Puis elle est partie dans un centre de traitement à Malibu et ça coûtait $50,000 par mois. Quelques semaines plus tard, elle sort de là-bas afin de s'installer chez ses parents. À partir de maintenant, elle doit aller à des sessions de thérapie 4 fois par semaine. Sa fortune était élevée à $4 millions, mais elle aurait dépensé 1,4 million en quelques mois en voyageant par taxi. Parce que la vie, ça coûte cher les taxis. Et faire New York et LA en taxi, les frérots, non, j'imagine même pas. Et de plus en plus, ça a l'air d'aller mieux. En fait, elle a été vue plusieurs fois en famille et aussi à Disney. Elle s'est inscrite au FIDM, la Fashion Institute of Design and Merchandising. Je vais dire FIDM et FIDM, je vais me faire plaisir. Je vais le dire comme je veux. Et elle s'est inscrite là-bas après en avoir entendu parler pour la première fois en regardant The Hills et en voyant que la star de cette émission, Lauren Conrad, suivait des cours là-bas. Elle qui a toujours rêvé d'être une fashion designer. C'est vraiment un bon signe. Sa mère déclare qu'elle n'est ni bipolaire ni schizophrène et qu'elle souffrait juste de la fumette. Je t'avoue que je sais pas pourquoi elle a dit ça, mais bon. Ainsi, pendant 6 mois, Amanda, elle disparaît. 28 septembre 2014, elle est arrêtée pour avoir bu et conduit sous influence. Plus exactement parce qu'elle avait pris de l'Adderall. Elle fut emmenée au poste, mais sa caution de $15,000 fut payée quelques heures plus tard. Ainsi, elle fut libérée. Ses parents n'ont plus eu de nouvelles depuis la fin de sa tutelle provisoire. Octobre 2014, elle est filmée en train de danser sur son chauffeur dans un magasin. Amanda a tenté de voler un t-shirt avant qu'un vendeur ne la prenne sur le fait.
Peu de temps après, elle a été interpellée par le service de sécurité de Barney's pour avoir prétendument tenté de voler un chapeau. Elle a dit qu'elle avait pris ce chapeau pour se cacher d'un fan qui prenait des photos d'elle, à son insu. Mais du coup, elle a essayé de fuir sans avoir pu payer le chapeau. Aucun magasin n'a porté plainte, mais elle a été bannie à vie. Elle s'est ensuite rapprochée du manager appelé Sam Lufty, car elle avait besoin d'aide. Il ne savait pas vers qui se tourner. Mais ce Sam, il a une très mauvaise réputation. En fait, il était le manager de Britney Spears juste avant qu'elle ne soit mise sous tutelle. Et les gens disent que c'est en partie de sa faute que Britney a été mise sous tutelle. Ainsi, il va proposer à Amanda de l'aider afin de trouver des avocats pour porter plainte contre ses parents. Encore en octobre, Bynes a accusé son père de violences psychologiques et sexuelles dans une série de tweets. Après que ses parents disent qu'ils sont innocents, Bynes affirme que son père ne l'a jamais touché, ne l'a jamais maltraité et ajoute « C'est la puce implantée dans mon cerveau qui m'a poussé à dire des choses, mais c'est lui qui a ordonné qu'on m'implante cette puce. » Son frère et sa sœur ont défendu leur père en disant qu'il n'était pas un abuseur. À un moment donné, elle avait acheté plein de bijoux Cartier et elle les donnait à des étrangers dans la rue. Elle a été virée de son école car elle aurait essayé d'acheter des élèves afin qu'ils fassent des devoirs à sa place et parce qu'elle avait des fois des comportements inappropriés ou même imprévisibles. On continue. Le 10 octobre, elle devrait rejoindre Sam Lufty à LA vu qu'elle était retournée à New York. Dieu merci, elle prend plus de taxi pour venir à LA. À l'aéroport, elle dira que Britney est chanceuse car ses parents à elle sont bienveillants. So, where are you going, Amanda? Where are you going? So who's the lucky guy? At least he seems like an ethical human being, and a kind person who wants to help Britney out as opposed to send her into a mental hospital. Elle devait monter dans une voiture afin d'aller voir des avocats et dans la voiture, elle tweetera que Sam c'est comme son frère. En vrai, Sam il avait tout organisé. Au final, elle est emmenée en HP à Pasadena. C'était un traquenard. Dans l'eau, il y avait ses parents, l'avocat de la famille et Sam Lufty. Ses parents obtiennent finalement sa tutelle et elle s'est sentie trahie surtout par ses parents et Sam l'a fait pour l'aider. Apparemment. 31 octobre, elle quitte l'hôpital et elle tweet qu'elle va déposer plainte contre son père. Elle se met en coloc et une de ses colocs a enregistré un mandat qui disait qu'elle voulait tuer son père. Et l'audio a été donné et diffusé par TMZ pour l'aider en mode c'est un wake-up call. Elle tweet alors que c'était une blague et qu'elle est en thérapie maintenant. Elle vivait de cartes cadeaux Amex de 50 à 100 $ par jour et vivait par-ci par-là chez des potes ou chez son coiffeur. Pourtant, ses parents ont dit qu'ils avaient payé un hôtel, mais elle aimait pas l'hôtel. De plus, elle ne vit pas avec ses parents parce qu'elle n'est pas obligée de vivre avec eux. Elle tweet et confirme qu'elle est bien bipolaire. 2 jours après, on la voit dodo dans un centre commercial à Beverly Hills. Et elle dirait qu'elle a juste pas assez dormi vu qu'elle dort sur le canapé de ses potes. Voilà. Le pire, c'est que j'ai pas tout dit. Non. Mais ça fait beaucoup là, non? J'ai vraiment pas tout dit. Et là, c'est juste la période entre 2012 et 2014. De 2012 à 2014, une série d'incidents imprévisibles a fait les choux gras de la presse à scandale, comme t'as pu le voir, et de la pire manière qui soit. Chaque incident a été photographié, chacun de ses tweets screenés, chaque apparition publique disséquée par les personnes qui considéraient sa souffrance comme un divertissement. Elle n'était plus une personne qui criait à l'aide, mais une énième enfant star qui sombrait dans les ténèbres. En fait, pendant une très longue période, elle ne faisait que de tweeter. Pendant cette période, Amanda avait la bouche, mais sur Twitter. Elle avait ce qu'on appelle les Twitter fingers. En fait, ses doigts ne servaient qu'à tweeter. Mais certains tweets, je vais pas te mentir, étaient perturbants. Je vais pas tous les mettre et on va pas tous les disséquer, mais voici une liste non exhaustive de ses tweets les plus connus. C'est pas dans l'ordre, hein, pardon population, jetez-moi la pierre si vous voulez, parce que j'ai besoin de dormir des fois en fait, ok? Là, c'est pas, il est 3h38. Ok. Un jour, elle a dit « Je veux que Drake me défonce le minou ». Elle a tweeté aussi qu'elle a des troubles alimentaires et elle a beaucoup de mal à rester fine. Jenny McCarthy a tweeté qu'il y avait la police chez elle et Amanda l'a traitée de moche. Mais à Skip, c'était faux, il n'y avait pas la police chez elle. En tout cas, Amanda s'est excusée de l'avoir traitée de moche juste après. En fait, Amanda, elle adorait faire un truc,
c'était de traiter les gens de moches ou d'ugly. Du coup, elle a tweeté sur Rihanna que Chris Brown a eu raison de la frapper car elle n'était pas assez jolie et qu'elle essayait d'être blanche. Et Rihanna lui a répondu « Tu vois ce qui se passe quand ils annulent l'intervention ?» Et elle tweet une vidéo d'elle en blonde avec un rouge à lèvres rose dans sa salle de bain. Une vidéo, j'avoue, perturbante. Pour le coup, je sais pas quoi dire. Est-ce qu'elle troll ou est-ce qu'elle a besoin d'aide? La question s'est posée un temps. Parce qu'un acteur comme Joaquin Phoenix a trollé pendant 2 ans pour le faux documentaire I'm Still Here et c'est Complex qui l'a suggéré. Mais elle a évidemment répondu à ça en disant « Complex Mag, arrête de faire comme si je faisais quelque chose de mal. Je suis obsédée par moi-même sur Twitter et puis ma vidéo d'hier soir était parfaite. J'en ai vraiment marre des articles que vous écrivez sur moi. Je veux que tous ces faux articles soient supprimés. » Elle a traité Kid Cudi de vilain petit canard et a ajouté « Ses meilleures photos, c'est de la bip comparée aux miennes quand je suis au top. » Elle a poursuivi en disant « Ma musique va être bien plus géniale que n'importe quel bip genre de musique que Scott essaye de faire. » Pour info, les deux se sont fréquentés à un moment donné. Ouais. Par contre, je sais pas de quand à quand. Et par la suite, elle s'est évidemment excusée. En fait, à chaque fois, elle s'excuse. Enfin, presque à chaque fois. Elle a montré des photos où elle avait les cheveux coupés comme Cassie, car ses cheveux étaient beaucoup trop abîmés. Et j'avoue, je pourrais jamais la juger parce que j'ai fait pareil. J'avais pas Cassie comme inspi, mais Rihanna. Mais t'as capté. Elle poste des photos d'elle en soutif et d'elle sans soutif. Elle a dit un jour, Liam Hemsworth est, avec Tense Watson, l'homme le plus magnifique de la planète. Il faut le dire. Et elle a traité Miley Cyrus de moche au passage. Miley n'a pas répondu car elle trouvait ça triste. Pour l'anecdote, il y a eu un petit quelque chose entre Amanda et Liam. Ouais. En 2009, elle s'est excusée auprès de Miley. Elle a insulté Jay-Z d'ugly face ou de visage moche. Elle a traité son père et RuPaul de moche dans la même phrase. Ouais, elle a tout mélangé. Et il a répondu « Les insultes désobligeantes sont toujours le reflet extérieur de la haine de soi toxique d'une personne. » Et je pense qu'il touche peut-être quelque chose, et je ne fais que supposer ici, mais le fait qu'elle appelle tout le monde ugly, genre spécifiquement ce mot, c'est peut-être parce que ce mot, pour elle, c'est la pire insulte qui soit. Et c'est peut-être parce qu'elle l'emploie pour se qualifier elle-même. Peut-être, hein, je suis pas psy, j'avoue. Là, je vais faire la psy du comptoir, là, mais bon. C'est pas du tout ça. I just wanted to post a video to say I'm sorry to everyone whom I called ugly on Twitter. I was feeling so ugly at the time and it was really hard for me to express myself at the time because I was so drugged out. Certaines rapaces ont voulu profiter du clout, de se clasher avec elle et avoir leurs 15 secondes de fame. Comme Perez Hilton. Il a fait genre qu'il voulait son bien, mais ils se sont clashés. Et lui voulait que répondre pour la provoquer. Donc quand tu sais qu'elle ne va pas bien, pourquoi tu le fais en public? Pourquoi tu réponds encore et encore? Surtout qu'avant, ils étaient amis. Donc, il avait probablement son numéro. L'acteur Jason Biggs a dit « Est-ce que tu fais un AVC ?» Elle a répondu « Tu es si moche, je vais pas t'adresser la parole. » Dr. Drew a tweeté qu'il fallait la laisser tranquille tout en la taguant et Amanda l'a traitée de moche. Courtney Love a dit « Pull it together, dude » en mode « Reprends-toi, mec ». Et devine quoi? Bah ouais, Amanda l'a traitée de moche. Chrissy Teigen a tweeté « Le fait qu'Amanda Bynes ait des soutiens à retweeter est vraiment inquiétant. Il faut soutenir les personnes atteintes de troubles mentaux, bien sûr, mais il ne faut pas tolérer ni encourager des comportements effrayants et inacceptables. » Amanda s'est empressée de répondre en disant « T'es pas une jolie mannequin comparée à moi. J'ai signé chez Ford Models à 13 ans. Je ne t'admire pas sur le plan physique. Je suis bien plus jolie que toi. Ça m'offense que tu dises que j'ai une maladie mentale alors que je n'en présente aucun signe. Mais heureusement, aucun des hommes qui me veulent ne te veut et t'es une vieille mannequin moche comparée à moi. » Elle a aussi tweeté « Help her and word out » et un jour elle a dit « Si t'es pas sexy, je m'en fous de toi. » Mais un certain Matt Prokop l'a pris pour lui. L'ex de Sarah Hyland qui l'a batté et qui a été condamné pour ça. Et en plus, parce que je l'ai pas assez insulté, lui là, il a été arrêté pour possession de photos d'enfants. Et tu sais de quelles photos je parle. Tu sais. Et je peux pas. Ils sont partout. L'a pris pour Louise Bouffon. Non, pardon. Ce chien de la casse. Il a dit « Regarde-toi dans un miroir, arrête de faire des chirurgies, préserve ce qui reste. »
Elle a répondu que Sarah était moche. Et lui, il a continué en disant « Ma copine a plus de succès que tu n'en auras jamais. Profite bien de ta longue descente aux enfers, sale droguée. » C'est triste qu'Amanda Bynes ait été une enfant actrice que les gamins admiraient. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une âme perdue derrière un visage refait. Va te faire soigner. Elle répond « J'adore son visage moche. Elle n'est pas aussi jolie que moi. Je dois mettre 2 photos professionnelles comparables. Elle n'est pas mannequin, contrairement à moi. Et puis, de nouvelles photos parce que la chirurgie m'aide. J'ai besoin d'en faire encore pour réduire mon nez. Je vais mettre nos photos côte à côte pour prouver ce que je dis. » Et il finira par dire « Tu ne trouveras plus de travail. Tu étais magnifique. Sarah et moi, on t'admirait. Maintenant, tu ressembles de plus en plus à une star du port, you know, no. » Bon, je pense que ça suffit comme ça pour les Twitter fingers. I'm done. Cut the show. I'm done. Quoique, maintenant on va parler d'un compte qui a fait grand bruit. Persian LA 27 ou Ashley Banks. Il a fait autant de bruit ce compte parce que la détentrice de ce compte prétendait être Amanda Bynes elle-même. Vu qu'elle a mis une photo de sa carte d'identité et disait qu'elle ne pouvait pas tout dire sur son compte officiel parce qu'elle était sous tutelle, j'avoue, beaucoup pensaient que ce compte était vraiment celui d'Amanda Bynes. Moi, la première. Ouais, moi-même, je suis tombée dans le panneau, je l'ai dit dans ma vidéo sur Nickelodeon. Non, ce n'est pas elle. J'ai eu tort. Voilà, j'assume. Il faut que je fasse un erratum, mais en tout cas, c'est pas elle. Le compte est fake. Mais ça semblait si vrai. Amanda s'est battue pendant des années contre ce compte et elle était terrorisée par celui-ci et les fake news qui le propageaient. Et disait qu'elle ne sait pas comment ce compte a eu des photos venant de ce compte Insta privé. C'est pour ça que cette personne postait des photos qu'on n'avait jamais vues nulle part ailleurs. Et des photos d'Amanda Bynes. Ce compte supposait que Dan Schneider ou un autre boss l'aurait mis enceinte à 13 ans et que son père l'aurait touchée également. En tout cas, il supposait plein d'autres dingueries de ce genre. Mais ce qui était bizarre avec ce compte, c'est qu'il demandait tout le temps de l'argent. En bio, il y avait soit son Venmo ou son PayPal ou une liste Amazon, alors que Amanda, elle a jamais demandé de l'argent. Elle préfère voler que demander de l'argent. En tout cas, demander de l'argent comme ça, c'était bad suspect. Et puis, Amanda a eu d'autres comptes privés par le passé, dont un qui s'appelait Persian NYC 27, qui ressemble étrangement à Persian LA 27. En fait, Persian NYC 27, elle a créé ce compte quand elle venait tout juste d'arriver sur New York. Le compte Persian LA 27 est maintenant un compte privé sur Twitter. Bizarrement. Mais en tout cas, tout le monde sait que ce compte, c'est pas celui d'Amanda Bynes. Le 26 mars 2018, Nickelodeon se sépare enfin de Dan Schneider. Cette rupture ferait suite à une multiplication de plaintes concernant le comportement de Schneider sur le plateau, qui a notamment donné lieu à des enquêtes internes sur des allégations d'insultes et d'inconduite au travail. Le lendemain, sur un des sites les plus connus de gossip et de blind item, appelé Crazy Nights and Days, à Skip tenu par un avocat de l'industrie. Et pour rappel, un blind item est une anecdote people ou une rumeur sur les stars sans les nommer. Et à Skip, il y a beaucoup de Skip, désolé, c'est donné par l'entourage de la personne. Et c'est souvent des gossips à prendre avec des big ass pincettes. Du coup, le lendemain, il y avait un blind item supposément écrit par Amanda Bynes et dans cette lettre, il y avait des lettres en majuscules et si on les assemblait bout à bout, eh bien, ça disait Dan did it ou en français, Dan l'a fait. Mais bon, pour info, elle n'a jamais mal parlé de Dan en public et a démenti toute rumeur comme quoi il aurait mis enceinte à 13 ans. Reprenons le fil de notre histoire, veux-tu? On s'est arrêté en 2014, mais on est en 2026. Donc là, il y a pas mal de choses à rattraper. Octobre 2015, elle est de retour à l'école FIDM, donc son école de mode, et elle est back and better, mais elle se fait de plus en plus rare publiquement. En 2017, elle est au tribunal pour mettre un terme à sa tutelle. Cependant, ce n'est pas ce qui va se passer. Par contre, elle peut reprendre le contrôle de ses finances, mais elle reste quand même sous tutelle. Ça reste une petite bonne nouvelle. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de sa probation. Ce soir, on va manger du riz. En juin, elle fait une interview, la première interview filmée pour la première fois depuis des années. But the public hasn't really seen you in 5 years. And I think your fans want to know,
How are you doing? I'm doing great, thank you. Really great. You look beautiful. Thank you, so do you. Dans cette interview de The Lockdown qui fut diffusée sur YouTube avec Diana Madison, elle dira qu'elle était pas clean et que l'acting lui manque. Dans le même temps, elle dépose une marque de vêtements et d'accessoires vintage dans la foulée. Puis en novembre 2018, elle figure sur la couverture de Paper Magazine et leur accordera une interview hyper intéressante qui nous révélera pas mal de choses sur son parcours, son addiction et sa retraite. Elle nous annonce qu'elle est sobre depuis 4 ans maintenant, et tout ça, c'est grâce à ses parents. Elle dira qu'elle est désolée pour tout le mal qu'elle a fait, elle est positive pour l'avenir, et elle ajoutera « Je n'ai aucune crainte face à l'avenir. J'ai traversé le pire, j'en suis sortie et j'ai survécu. Alors j'ai simplement l'impression que ça ne peut que s'améliorer à partir de maintenant. » Elle ajoutera « Certaines substances que l'on croit inoffensives peuvent en réalité avoir des conséquences bien plus néfastes. Faites vraiment, vraiment attention car vous pourriez tout perdre et gâcher toute votre vie comme ça m'est arrivé. » Quand tu te bats contre une addiction, c'est se battre contre ces triggers constamment. C'est se relever, chuter, rechuter, encore se relever, encore et encore. Et ça s'appelle le parcours du combattant. Le commun des mortels peuvent le faire en silence et en privé, contrairement à elle qui le fait en public depuis des années. En fait, j'espère qu'elle sait à quel point elle est forte et courageuse. Son parcours est un exemple de résilience juste parce qu'elle n'a pas abandonné et qu'à chaque fois, elle essaye encore une fois. Et juste pour ça, j'ai énormément de respect pour elle. Parce que vraiment, je pense qu'on ne sait pas à quel point elle est forte carrément. Mais malheureusement, ce moment fut de courte durée. Elle replongera quelques mois plus tard, ne supportant plus les lumières comme autrefois. À sa demande, elle repart en cure de désintoxication pendant 6 mois, puis elle est partie habiter dans une maison de rétablissement pendant 2 mois. Ensuite, elle obtient son diplôme au Fashion Institute of Design and Merchandising en 2019. Elle poste des photos d'elle avec un nouveau tatouage, un cœur sur la joue, et beaucoup l'ont traitée de folle. Ou ils l'ont traitée de folle juste parce qu'elle postait des selfies. Pendant une des réunions des alcooliques anonymes, elle rencontra Paul Michael, son nouveau boyfriend. Ils vont se fiancer au bout de quelques semaines. Eileen, sa mère, n'était pas pour. En fait, elle trouvait ça un peu trop précipité. Et elle préférait que sa fille soit dans un environnement isolé. Ils annoncent leur fiançailles le 14 février 2020, mais le jour d'après, ils se séparèrent. Selon certaines rumeurs, c'est parce que la tutelle poserait problème à leur union, car elle ne peut pas se marier sans l'aval de ses parents. Mais ils se sont remis ensemble quelques temps plus tard. Puis ils se sont séparés. En fait, ils ne font que ça. Un jour, elle a posté une photo d'une échographie avec son nom dessus et l'a de suite supprimée. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. On ne sait pas si c'était un troll ou un mensonge. Ou, vu qu'elle est sous tutelle, c'était peut-être vrai, mais elle a peut-être dû avorter. Et ça, c'est supposé. C'est qu'une hypothèse. Parce que comme elle est sous tutelle, elle n'est pas considérée apte pour être mère. Comme dans le cas de Britney Spears, où elle a dû avorter parce qu'elle était sous tutelle. Mais personne ne sait et c'est juste des suppositions. En 2022, Amanda ne veut plus être sous tutelle. Et le dit dans une vidéo. Today I want to talk about a controversial topic. My conservatorship case. This is why I've asked to see the judge next week regarding this conservatorship issue. Tout le monde est derrière elle, vu le Free Britney, qui était juste avant en plus. Mars 2022, libération. Après 9 ans et à 35 ans, elle n'est officiellement plus sous tutelle. Sortez les champomis! Cependant, selon son avocat, David Esquibias, la mise sous tutelle d'Amanda n'a rien à voir avec celle de Britney. La mise sous tutelle d'Amanda était le fruit d'une collaboration avec ses parents. Il n'y a eu aucun conflit entre elle et sa mère ou son père. Tout le monde travaillait main dans la main, y compris Amanda. Elle a reconnu que cette mesure servait son intérêt supérieur et elle l'a accepté. Et cela a fonctionné. Avril 2022, Paul Michael appelle la police, car Amanda a pris ses pilules Adderall. Elle le soupçonnait d'avoir rechuté. Elle l'accuse d'avoir vandalisé la maison de la mère de Paul et a peur qu'il ne fasse pareil chez elle. Du coup, elle l'a jeté dehors. Pour info, elle a aussi appelé la police, mais après lui. Le lendemain, elle s'excuse en vidéo et dit qu'elle avait tort. En juillet, ils ont arrêté, suspendu leur fiançailles, mais sont toujours ensemble, I guess. Puis en avril 2023, c'est officiellement la fin du couple. Paul Michael l'a accusée de l'avoir trompée après avoir disparu pendant 3 jours. Et quand elle est rentrée, elle a dit qu'elle ne voulait plus être avec lui.
Le mois précédent, Paul avait publiquement accusé Bynes de ne pas prendre ses médicaments. Il dira « Elle a arrêté son traitement et elle ne le reprend toujours pas. Elle est incontrôlable. » Ces accusations sont survenues peu après que Bynes eût été placé en détention psychiatrique en mars 2023. Après avoir été retrouvée nue à Los Angeles, marquant un nouvel épisode de détresse psychique, elle a appelé la police elle-même et fut hospitalisée. Sa famille n'aime pas Paul. Il l'aime pas et veut pas qu'il lui parle ou qu'il ait un quelconque contact avec elle, car il n'aurait pas eu les meilleures intentions à son égard. Je sais pas si c'est lié, mais pour moi ça l'est. En fait, elle devait passer une tête lors de la réunion d'Oldat qui était prévue en mars 2023, mais elle a dû annuler pour un souci de santé. Et ça colle, le mois en tout cas, colle avec le moment où elle a été retrouvée nue à Los Angeles. Décembre 2023, elle lance un podcast avec son pote scientifique et biochimiste, Paul Szymanski. Ils se sont rencontrés en rehab et le podcast n'a duré que le temps d'un épisode. Elle dira qu'elle fait une pause du podcast car il n'y a pas d'invité assez prestigieux à son goût. Puis elle se rétracte et elle dit qu'elle reprendra le podcast car finalement ça prend du temps, ces choses-là. On est maintenant en décembre 2024 et ce mois-là, elle co-présente un show d'art à LA dans une galerie d'art avec le designer Austin Babbitt afin de présenter leur ligne de vêtements composée d'un t-shirt et d'une paire de chaussettes qui ont tous été sold out. Niveau art, elle a aussi touché à la musique, d'abord en 2022 avec Diamonds et Fairfax avec son Paul Michael. Puis tout récemment, elle a sorti Girlfriend. Ensuite, en avril 2025, elle se lance sur OnlyFans, mais pas pour poster du contenu olé olé, ah ça non, mais pour interagir avec ses fans pour la modique somme de $50 par mois. Quelques mois plus tard, elle annonce prendre de l'Ozempic pour perdre du poids afin qu'elle soit à son avantage sur les photos des paparazzis selon elle. Aujourd'hui, en 2026, elle vit à Los Angeles en Californie. Âgée de 40 ans, elle mène une vie plus discrète et autonome depuis la fin de sa mise sous tutelle en 2022. Elle se consacre à son bien-être, à sa relation avec Zachary Khan et à divers projets créatifs. Zachary Khan est entré dans sa vie fin 2025 et ses proches le décrivent comme quelqu'un de sensé, de solidaire et qui accorde la priorité à sa stabilité. Les caméras, c'est pas pour tout le monde. Et la fame non plus d'ailleurs. Et tout ce qu'on lui souhaite, c'est la paix après tout ce qu'elle a traversé. Oh my God, my Shayla! C'était le destin brisé d'Amanda Bynes. Sur ce, je vais aller dodo. Je suis KO. This is all I got. Il faut savoir que là, on est lundi. Non, on est mardi. Il est 5h. Donc bon, j'ai dit que je vais aller dodo, mais évidemment que je vais pas aller dodo. Non, j'ai clairement menti. En fait, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais à chaque fois je m'embarque. Non, vraiment, je suis la zinzin du village, quoi. Bref, on se retrouve en commentaire. Et si je prends du temps à répondre, c'est normal, parce que juste après avoir publié cette vidéo, je suis partie taper mon meilleur combat. En fait, à chaque fois, je fais ça. Donc, faut pas être surpris quand je réponds genre 2-3 jours plus tard. C'est juste parce que je dors pendant 2-3 jours. Et mon coma, il sera doux, hein. Je le sens d'ici. Je te fais des gros bisous et encore merci pour tout. Cordialement, Tendo.